Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour le 20e podcast. Ça commence à faire maintenant. Et là, aujourd'hui, on est plus déterminé que jamais parce que là, on va vous lâcher encore des pépites par dizaines. C'est gratuit, profitez-en. On est motivé, on est dedans, là, on est à fond. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans le street lifting, c'est le squat. Donc, on va un peu vous expliquer les généralités. Pourquoi il y a des différences sur les différents squats, pourquoi certaines personnes dans certains milieux disent que le squat de force, entre parenthèses, enfin de powerlifting et de street lifting n'est pas réellement un squat. Voilà, on va aborder des points techniques. On va aussi, on va tout décortiquer aujourd'hui. On va tout vous expliquer. Là, vous écoutez le podcast. À la fin du podcast, vous squattez à la perfection et vous faites plus 50 dans la semaine au squat, c'est sûr. Minimum. Donc là, déjà, définir le squat de force. Un squat de force, déjà, ça peut tout dire et rien dire comme ça, mais pour moi, il y a plusieurs disciplines de force qui me viennent à l'esprit. Les 4 plus connus, ça serait l'haltérophilie, le strongman, et encore le strongman, je crois qu'il n'y a pas de squat dans les épreuves. Il y a le powerlifting, bien évidemment, et le street lifting. Et le power et le street ont des règles strictement identiques pour le squat. Donc, on va plus s'identifier, nous, aujourd'hui, au squat power street lifting. Aussi, ce qu'on pourrait dire ensuite, c'est pourquoi il y a des aussi grosses différences entre des squats en powerlifting, les squats actuels en powerlifting et en street lifting. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la raison la plus grande, la plus importante, c'est que le powerlifting est une discipline qui est plus vieille que le street lifting. Du coup, les athlètes ont plus de temps de pratique, même en général, que le street lifting qui est très récent. Il y a ce point de vue-là. Et puis, aussi, la deuxième chose qui est récurrent dans le street lifting et que je déplore souvent, notamment ici dans les podcasts, mais aussi un peu sur mes différents réseaux, c'est un peu les croyances limitantes que peuvent avoir les street lifters, surtout ceux qui sont issus du street workout, qui ne sont pas rentrés dans la discipline directement par le street ou lifting ou qui viennent de la musculation classique et qui transposent un peu le sans équipement. Je vous saoule avec ça tout le temps, mais c'est un peu le point crucial. On voit des mecs qui s'entraînent hors compétition, sans équipement. Est-ce que vous voyez, et ça c'est la question que je posais, je sais plus, même à Victor l'autre fois, est-ce que vous voyez des powerlifters squatter sans équipement? Et quand je parle d'équipement, et ça aussi on peut le préciser, c'est quoi l'équipement pour du squat en force? C'est tout bête, hein. Le plus important pour moi par ordre d'importance, ça va être la ceinture. Une ceinture qui est adaptée, une ceinture rigide, si possible avec levier. Donc, prioriser, si vous avez le budget, des ceintures en cuir. Éviter les ceintures en synthétique. Et aussi, il y a toujours des épaisseurs de ceinture. Il me semble que c'est 13 mm pour les ceintures de force. Donc, les ceintures en premier. Après, il y a les genouillères.
Et ensuite, il y a les chaussures. Alors ça, on va pouvoir aussi le développer, mais il y a des gens qui squattent à plat, il y a des gens qui squattent avec un petit drop, avec un drop plus important. Par exemple, des chaussures qui ont un petit drop, je pense tout de suite au Adi Power, ou aussi un peu plus méconnus, les Metcon, qui sont plus utilisés pour le CrossFit. Et après, il y a des chaussures avec un drop plus important, notamment les Romaleos, donc toute la gamme Romaleos de 2 à 4. Voilà. Et puis après, vous avez les bandes de poignet. Si vous squattez en low bar, c'est vrai que ça peut être intéressant sur du long terme et sur des grosses intensités. Donc voilà, on a posé un peu le cadre, comme d'habitude. On a défini un peu ce qui était le squat de force. Aussi un peu les pensées limitantes, les choses qui font que les streetlifters peuvent avoir des lacunes et ont toujours des lacunes sur ce mouvement qui leur pose vraiment problème en fin de compte. Et aussi l'équipement. Et du coup, Victor, est-ce que toi, tu pourrais aussi développer un peu tout ce qui est technique, toutes les différentes techniques selon les disciplines, et puis ensuite un peu développer, parce que ça vient, ça en découle, les différences entre high bar et low bar. Ok. Et ben, de toute façon, ouais, c'est ça qui va être la principale différence déjà entre les différentes disciplines, et aussi en fonction du matériel qu'on a à disposition, et donc ce qui est lié aussi aux différentes disciplines. Typiquement, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est si on fait du powerlifting raw versus du powerlifting équipé. Et donc en équipé, bah, on a des bandes de genoux, et ça va être du coup plus courant d'avoir la barre un peu plus haute sur le dos, parce que ça va permettre de squatter un peu plus droit et donc un peu plus en genou, entre guillemets. Il faut se dire que les articulations qui vont être principalement mises en jeu dans le squat, qui vont être motrices à proprement parler, ça va être la hanche et le genou. Après, évidemment, en articulation secondaire, il va y avoir la cheville, il va y avoir aussi le dos dans une certaine mesure, même si le dos, on cherche à pas avoir de mouvement, sans parler forcément de la position, s'il doit être plus ou moins droit, etc. Il ne doit pas avoir de déformation particulière. Et puis même les épaules, en certaine mesure, doivent aussi, on doit avoir une certaine rotation externe, pardon, d'épaule. Alors ça, on pourra en parler, c'est intéressant par rapport à la hauteur de barre, mais bref. Et donc les articulations principales qui sont motrices dans le squat, c'est les genoux et la hanche. Et donc, on va prioriser peut-être plus l'utilisation, le recours d'une articulation et donc des muscles qui l'entourent, par rapport à une particularité, pardon, morpho-anatomique, et nos préférences, notre sensation aussi, comment on se sent, et notre équipement. Donc, comme j'ai dit, quand on va faire du squat powerlifting équipé, donc avec des bandes de genoux et pas simplement des genouillères, eh ben, on va bénéficier d'un squat un peu plus vertical, avec le buste un petit peu plus droit, avec un petit peu plus de flexion de genoux que de hanche. Parce que justement, les bandes de genoux donnent un renvoi qui est très important. Donc justement, bah, d'être plus sur les genoux, ça va être assez avantageux. C'est pour ça que on voit pas mal les mecs squatter déjà plus que leur deadlift. Ça, c'est assez marrant à voir. C'est une des particularités de l'équipé, que généralement, bah, c'est très rarement le cas dans le powerlifting raw, de squatter plus que son deadlift. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et c'est parce que justement, en powerlifting équipé, l'équipement aide plus au squat qu'au deadlift, notamment donc les bandes de genoux. Et bah, si je squatte plus en genou, je squatte plus droit avec une barre plus haute, et donc je suis plus fort en genou. Donc plus fort en cuisse aussi, etc. Mais je pense, je lance une stat un petit peu comme ça, mais 95% des cas, on va bénéficier d'un squat un peu plus en hanche, avec une barre un petit peu plus basse dans le dos, parce que justement, on va pouvoir recruter des muscles qui sont en général, encore une fois, plus forts chez la majorité des gens, c'est-à-dire la chaîne postérieure, les fessiers, et on va aussi bénéficier d'un avantage mécanique qui est de rapprocher la barre des hanches. Plus j'ai la barre proche des hanches, plus je diminue donc ce levier qui est entre guillemets bah, la longueur de mon buste en quelque sorte, et plus je vais être fort. Ça, c'est de la mécanique de base. Si je prends n'importe quel levier, si je prends par exemple une porte et que je la pousse proche des gonds ou que je la pousse au niveau de la poignée, eh ben, j'aurai plus ou moins de facilité. Bah, là, c'est exactement le même principe. Si j'ai la barre qui est très très éloignée des hanches et donc que le levier est immense, eh ben, je vais être beaucoup moins fort. Et donc, la rapprocher des hanches, déjà, ça va me permettre d'être un petit peu plus fort en général, de squatter avec le buste un peu plus penché, de recruter un petit peu plus les hanches et les muscles qui y sont associés, et donc de développer un peu plus de force.
Voilà. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je pourrais rajouter par rapport à ça. Et après, oui, là, on voit qu'il y a un essor, je fais un petit aparté, de plus en plus de genouillères qui sont donc autorisées en powerlifting raw, entre guillemets, et donc également en streetlifting, puisque comme on l'a dit, le règlement est similaire. Et ces genouillères ont un renvoi de plus en plus fort. Peut-être pas autant que des bandes de genoux, mais elles sont quand même très rigides et aident pas mal. Ce qui fait qu'on peut bénéficier de plus en plus également dans ces disciplines-là d'un squat avec une barre peut-être un peu plus haute pour avoir une action un peu plus importante sur le genou pour le coup. Parce que c'est plus simplement les groupes musculaires qui vont produire la force, mais c'est aussi tout simplement la rigidité en fait, de la genouillère qui va aider. On avait vu là sur les réseaux sociaux, ce truc qui avait pas mal tourné, une paire de genouillères de je ne sais plus quelle marque, sur lequel le mec il mettait une plate de 20 kg et les genouillères elles bougeaient pas. Les genouillères elles étaient debout, elles étaient posées comme ça. Et les genouillères, elles n'étaient pas du tout déformées par la plate de 20 kg. Donc déjà, sous-entendu que avec versus 100, a priori, ça devrait pouvoir vous rajouter une vingtaine de kilos sur votre squat. On peut faire ce calcul facile. Et donc là, pour le coup, on peut peut-être bénéficier d'un squat avec une barre un peu plus haute, pas forcément un high bar, mais peut-être un mid bar. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est l'intermédiaire entre le low et le high, sachant que c'est pas du on-off. Il ne faut pas avoir une vision trop manichéenne en coupant les choses en deux. C'est toujours un continuum. Donc, c'est la barre plus ou moins haute, c'est la barre plus ou moins basse. Donc, le mid-bar, c'est un petit peu entre les deux. On va dire que du low-bar, ça va se situer dès que la barre, elle va reposer pas mal sur l'arrière d'épaule, voire en dessous. Et du high-bar, ça va être dès qu'elle va être vraiment bien sur les trapèzes supérieurs et qu'elle va quasiment peu toucher les épaules. Et donc du mid-bar, ça va être un peu entre les deux. On est sur le bas des trapèzes sup, on commence à reposer un petit peu sur les épaules, mais on n'est pas sur l'arrière d'épaule à proprement parler. Et donc là, on va avoir un buste un peu plus vertical, mais en même temps, on va peut-être être avantagé un petit peu sur cet aspect distance de la barre par rapport aux hanches et avantagé un peu mécaniquement. Donc si on a des genouillères avec un gros renvoi, peut-être qu'on peut bénéficier de cette variante-là. Qu'est-ce qui va me venir d'autre ensuite? Je te laisse poursuivre un petit peu, tiens. Parce que là, je manque d'inspi, ou alors j'ai des trucs qui me viennent, mais je pense qu'ils sont un peu plus secondaires. Et donc, si tu as des trucs un petit peu plus, peut-être, qui sont vraiment importants dans la mécanique du squat, je te laisse en parler un petit peu, mon gros. Ok, déjà, toi, tu as bien détaillé tout ce qui était équipement. Alors là, vous êtes des spécialistes maintenant, les gars. Vous connaissez toutes les variantes possibles. Euh, moi, ce que je pense important de mentionner, c'est la différence entre enfin, dans quel cas, en fait, c'est intéressant d'être en high bar et en low bar. Déjà, partez du principe que c'est quand même, et là, pareil, je vous sors un peu une statistique de nulle part, mais je dirais que 95% des gens seraient avantagés à faire du low bar ou du mid bar. Je les mets ensemble. Quand je vais dire low bar, ça veut dire mid bar et low bar. Le vraiment ultra high bar, en fait, il y a deux cas de figure pour moi. Même, je dirais trois cas. Le premier cas, ça va être un mec hyper breviling avec des fémurs archi courts qui va pouvoir être avantagé comme ça et il va pouvoir performer là-dessus, ça va lui poser aucun souci. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui a toujours squatté comme ça, qui squatte depuis des années comme ça, et un changement technique pourrait faire écrouler ses performances. Et on va dire que morphologiquement parlant, il n'est pas non plus dans les extrêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut continuer à squatter en high bar. Et le troisième cas de figure, et c'est un cas de figure qu'on retrouve assez souvent, surtout en streetlifting en fait, c'est des personnes en fait qui, comment je pourrais dire ça, sont heurtées la sensibilité de certains, qui sont un peu Des des gros connards. débutants. Voilà, je cherchais le terme. Le Et qualificatif. qui, en fait, sont convaincus que, bon, voilà, là-dessus. Alors, ils ont entendu aussi que, voilà, le high bar, c'était le vrai squat, que c'était un squat. D'ailleurs, ça, c'est intéressant et je pourrais faire le parallèle. Après, je reviens là-dessus. On pourrait aussi définir qu'est-ce que c'est un squat esthétique. Parce que ça, c'est un truc qu'on m'a dit récemment là sur YouTube. Si tu nous écoutes, tu vas savoir que je parle de toi. Que pour lui, l'esthétisme,
était très important. Encore une fois, et par manque de chance, c'est une personne issue de la calisthénie. Donc, on retrouve quand même vachement une constante là-dessus, des personnes en fait qui veulent transposer toute leur façon de voir les choses en fait à leur pratique initiale, qui est la calisthénie ou le street workout, dans le street lifting, sans prendre en compte que c'est une discipline à part entière. C'est pas la continuité pour moi, c'est à part entière, c'est autre chose. Donc, l'esthétisme, moi, personnellement, Marco, je trouve des squats low bar hyper esthétiques. Parce que les mecs restent dans la course de barre, c'est super propre, ça bouge pas d'un pet, enfin, je trouve ça incroyable. Et en revanche, il y a des squats high bar que j'aime pas trop, tu vois, des squats par exemple, notamment de crossfitters. Parce que les mecs, des fois, sont pas forcément faits pour. Par contre, des squats d'haltéro, par exemple, chinois, les mecs, putain, ils ont des fémurs, laisse tomber. Enfin, c'est des boules. Bah là, je trouve ça déjà hyper impressionnant parce que les mecs arrivent à squatter plus de 300 high bar sans équipement. Enfin, c'est un truc de malade. Mais voilà, c'est hyper subjectif. Donc, pour en revenir à ce que je disais, en fait, le troisième cas de figure, c'est des gens qui pratiquent le high bar en méconnaissance. Parce qu'ils se sont dit que voilà, le high bar, c'était ce qu'il fallait faire, mais il n'y a pas eu une réflexion sur comment performer dans mon sport. Parce que ça aussi, c'est un peu la finalité du sport, c'est comment performer le maximum en sécurité. Faut pas non plus se mettre en danger et faire des choses comme on a parlé dans un podcast là-dessus qu'il fallait pas être dans l'exagération et trop jouer sur les règles non plus. On n'est pas pour ça. Mais la finalité, c'est quand même le gagnant, c'est celui qui va soulever le plus lourd. C'est pas celui qui va avoir le plus beau squat. Donc ça aussi, c'est un truc à garder en tête. C'est pas non plus celui qui va faire le guerrier en se disant ouais bah alors moi je squatte sans équipement parce que voilà moi j'arrive à être fort sans équipement. Sauf que là, les mecs, ils peuvent faire ça parce que c'est le début. C'est le début. Mais on en reparle dans 1, 2, 3 ans, ça sera plus le cas. Et c'est comme je dis toujours, ça c'est des faux débats, c'est des choses là pour l'instant, on se masturbe intellectuellement avec ces réflexions, mais dans quelques années, on se posera plus la question. Ça sera comme ça. Et en fait, c'est le sport qui définit un peu les choses. C'est pas moi Marco, c'est pas Victor, c'est le sport qui en fait nous contraint à avoir ce genre d'exécution, ce type d'équipement. C'est comme ça, en fait. Et il faut l'accepter. C'est malheureux, hein, peut-être pour certains, mais c'est comme ça. Donc, voilà un peu pour le high bar et le low bar. Après, je m'étais dit, bon, bah voilà, parler de l'équipement, ça, on vous l'a dit. Euh, Qu'est-ce que je pourrais peut-être rajouter, notamment pour les bandes de poignet. Ça, c'est un truc que je vois souvent. Investissez, n'ayez pas peur, même plus globalement, d'investir dans un bon équipement dès le départ. Si vous n'êtes pas sûr de perdurer dans la pratique, bon, oui, peut-être que ça vaut peut-être pas le coup de prendre une ceinture SBD à 250 balles, des genouillères à 100 balles, etc. Et puis, ça vaut pas le coup non plus, si vous êtes débutant, à mon sens, de vouloir suroptimiser. Vous amusez pas si vous faites 100 kilos à prendre des genouillères en XS ou prendre des Inzer à 250 balles si vous débutez. Ça sert strictement à rien. Là-dessus aussi, on est raisonnable et on va pas vous dire de partir dans des trucs comme ça qui feraient pas sens. Donc voilà pour l'équipement. Ouais, équipez-vous de manière efficace dès le départ. Pour les bandes de poignet, je vois souvent des gens avec des bandes de poignet Décathlon. Le problème des bandes de poignet Décathlon, c'est qu'elles sont trop courtes. Et en fait, vous allez pas avoir, vous allez pas pouvoir bénéficier d'un maintien assez important si notamment vous squattez en low bar. Il y a aussi des personnes
qui migrent vers le street lifting et qui ont donc des bandes de poignet plus pour tout ce qui est statique. Je pense à des bandes de poignet, par exemple un peu type Gorm Nation. C'est des bandes de poignet en fait en tissu qui sont assez fines. Ça aussi, ça va pas être adapté. Donc pour l'équipement, vraiment équipez-vous bien dès le départ. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez aussi de l'argent. Parce que si vous devez racheter ensuite, ça va vous faire des dépenses en plus inutiles. Euh, donc voilà, ça on a bien déblayé le terrain là-dessus. Tiens, attends, oui, Comment juste, Ouais, juste vas-y. que je fasse un petit approfondissement aussi sur le low bar, parce que vu qu'on leur dit de squatter en low bar, et que il y a quand même une problématique à squatter en low bar dont on n'a pas parlé, enfin, tu as abordé vite fait là quand même, c'est que bah, souvent ça provoque des douleurs sur le haut du corps, que ce soit les Ouais. épaules, que ce soit les coudes, que ce Euh, soit les poignets justement, comme tu as dit. Alors ça, j'allais venir ensuite, mais Ok, tu peux le développer maintenant. Développe-le maintenant, comme ça, développe c'est maintenant? fait. Ok, ok, Ouais, d'accord. Et ben donc forcément en fait le fait d'avoir la barre de plus en plus basse, c'est pour ça que généralement aussi quand tu disais les gens qui squattent high bar, la troisième catégorie c'est des gens donc qui sont matrixés en mode le pur squat, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des gens tout simplement qui squattent comme ça parce que c'est comme ça que tu y mets naturellement la barre dans le dos, et c'est vrai que c'est pas hyper exactement. Ouais. naturel. C'est ouais, voilà Oui, ça, la première fois que tu dis à quelqu'un de faire du squat avec la barre dans le dos, si tu lui expliques pas trop, etc., il va pas faire un low bar, tu vois, ça va pas être naturel. exactement. Donc, naturellement, il va mettre la barre voilà, là où il y a de la masse musculaire quand même pour pas que ça fasse mal. Donc, il va pas la mettre sur la nuque, mais il va clairement pas la mettre sur l'arrière d'épaule. Et parce que justement, bah, ça demande pas mal de mobilité sur le haut du corps, de souplesse plutôt en réalité, parce qu'on en avait parlé un petit peu dans le podcast sur la prévention des blessures qui date un petit peu maintenant. Mais la différence entre la souplesse et la mobilité, c'est que, et on en reparlera après, mais là on en parle pour le haut du corps, c'est que la mobilité, donc c'est la souplesse active en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est l'amplitude, la range of motion, dans laquelle on est capable de produire de la force, versus la souplesse. Par exemple, si je devais donner un exemple très concret, on fait un grand écart, je fais un grand écart, donc déjà félicitations à moi. Et ben, je me suis placé dans la position. C'est plus ou moins la gravité qui m'y a mis. C'est-à-dire que, ok, j'arrive à écarter les jambes à ce point. Waouh! Et ben, c'est mon buste qui pèse entre guillemets sur mes jambes et qui fait que bah, je me mets dans la position. C'est la gravité qui m'y met. Versus si je cherche à mettre un coup de pied dans la tête de Marco, donc qui correspond plus ou moins à avoir un même degré d'ouverture de hanche, pour monter mon pied à moi jusqu'à sa tête à lui, je peux vous dire qu'il faut que je fasse un bel effort. Et ben là, pour le coup, ça va être mes muscles abducteurs de la hanche qui vont produire cet effort d'amener mon pied jusqu'à lui pour lui mettre ce coup de pied. Désolé Marco pour cet exemple. Et donc, ça, c'est de la mobilité versus la souplesse. Sachant que la souplesse, ça reste quand même le passeport entre guillemets pour la mobilité. Si vous n'avez pas la souplesse si j'ai pas la souplesse déjà pour poser ma jambe, ma cheville sur son épaule, eh ben je pourrais pas via ma mobilité mettre un coup de pied ensuite à sa tête. Parce que si je peux pas déjà en passif amener ma jambe jusqu'à sa tête, bah, je risque pas d'y arriver en actif avec ma mobilité. Bref. Et donc, pour ce qui nécessite, ce dont on a besoin concrètement pour mettre la barre basse dans le dos quand on squatte, eh ben, c'est pas particulièrement de la mobilité pour le coup, même si souvent on parle beaucoup de mobilité justement, on l'oppose avec la souplesse, enfin on l'oppose, on fait la distinction. Là, pour le coup, c'est de la souplesse, parce que n'y a pas besoin de contracter les muscles particulièrement pour être dans cette position-là, même si après on contracte le dos pour pas que la barre nous écrase et avoir le haut du corps solide. Mais c'est pas la mobilité qui nous amène dans la position. On a besoin simplement entre guillemets de souplesse. Et donc, il faut être suffisamment souple en rotation externe, d'épaule et en pronation au niveau du coude. Et si ce n'est pas le cas, on aura mal à une de ces trois articulations, donc épaule, coude ou poignet. C'est aussi potentiellement une question de mauvais placement. Peut-être que vous prenez la barre trop serrée. Plus je vais prendre la barre serrée, plus je vais avoir besoin justement de rotation externe et de pronation au niveau du coude. Donc ça va me demander plus de mobilité, plus de souplesse, pardon. Donc D'ailleurs, peut-être. ça aussi, pour faire une aparté, tu disais à juste titre que les débutants spontanément vont placer la barre sur les trapèzes, mais aussi le placement des mains spontanément va se faire assez rapproché en fait. Assez serré, oui. Mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que l'avantage d'avoir les mains assez serrées, ça permet d'avoir plus de tension dans le dos.
plus je vais éloigner les mains l'une de l'autre, moins je vais réussir à générer de la tension dans le dos, puisque je vais éloigner les coudes de mon corps, et donc le grand dorsal et les adducteurs d'omoplate, ils seront moins sollicités, moins sollicitables aussi. Donc, il faut trouver cet équilibre au niveau de la largeur de prise et la hauteur de la barre. Donc, si je veux avoir la barre assez basse dans le dos, potentiellement, si j'ai des douleurs, il va falloir que j'écarte un petit peu mes mains en premier lieu. Sauf que passer un certain stade, passer un trop gros écartement, comme on l'a dit, on va perdre en tension dans le dos. Donc, finalement, ce sera peut-être plus tant bénéfique que ça. Premier point. Donc là, peut-être qu'il faudra travailler sa souplesse et sa mobilité, parce que ça peut faire toujours du bien, mais ce ne sera pas le truc qui sera nécessaire. Ce sera la souplesse d'épaule et de coude. Premier point. Et ensuite, le placement. Le placement de la barre dans la main. Souvent, on veut, quand on squatte en low bar, mettre la barre trop haute dans la main, c'est-à-dire au niveau des doigts. Au niveau des doigts, au niveau des premières phalanges. Alors qu'il faut la mettre le plus possible dans le prolongement du poignet, donc basse dans la paume, proche du poignet. Parce que plus on va la mettre haute, proche des doigts, plus on va générer d'extension de poignet et plus la barre, la charge va reposer justement sur les poignets et ça va créer un stress très important. Donc il faut la mettre assez basse dans la main, assez proche du poignet et chercher en permanence à fléchir. Là, je le mets pour ceux qui ont la vidéo, donc plutôt ici que ici, à ce niveau-là, et chercher à fléchir en permanence le poignet. Parce que plus je vais me laisser partir en extension, plus je vais générer de stress au niveau du poignet. Donc à chaque fois, dès que je me place, je cherche à produire cette force-là en permanence. Et après, moi, ce que je préfère faire aussi, c'est de prendre la barre en thumbless plutôt que de l'avoir au niveau du pouce. Parce que si je l'ai au niveau du pouce, je suis obligé de l'avoir quand même un peu plus haut dans la main, déjà. Je ne peux pas l'avoir aussi proche que ça du poignet. Donc ça peut m'accentuer mon stress au niveau du poignet. C'est pour ça que moi j'aime bien l'avoir en thumbless. Et aussi quand je suis avec le pouce, j'ai besoin d'encore plus de pronation au niveau du coude. Donc ça me demande plus de souplesse. Donc c'est pour ça que généralement moi je préfère avoir la barre en thumbless parce que ça me permet, au lieu d'être beaucoup comme ça, donc en pronation, ça me permet si je suis comme ça de tricher un peu en mettant mon avant-bras un peu plus dans cette position-là, donc en revenant un peu entre guillemets en supination, et ça me permet donc d'avoir besoin de moins de pronation, et donc c'est moins sollicitant. Donc ça, et donc le dernier point, comme j'ai dit, on a besoin principalement de souplesse et non pas de mobilité au niveau des épaules, donc épaules, pectoraux, etc. Donc, un truc qui est de plus en plus critiqué en ce moment sur les réseaux sociaux, et alors qu'auparavant on en faisait vachement la promotion, c'était les massages. On disait qu'avant les massages c'était vraiment le truc merveilleux, etc. On est beaucoup revenu là-dessus, nous aussi. Ça a nuancé énormément, ça peut avoir un intérêt, mais justement là je vais le développer. Mais globalement, tous les intérêts merveilleux qu'on leur vendait, c'était peut-être un petit peu exagéré quand même très clairement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les massages, automassages, ça permet quand même d'assouplir instantanément les tissus. Donc ça, c'est un bénéfice qui va être assez important. C'est comme j'ai dit, vu qu'on n'a pas besoin de mobilité, donc à proprement parler de force sur les rotateurs internes, mais de souplesse, donc de les relâcher, et ben de masser les pectoraux, de masser l'avant d'épaule, ça permet de ne pas perdre tant que ça en tension dans le haut du corps, vu que ça va être surtout le dos qui va générer cette tension, mais par contre, ça permet de gagner en rotation externe d'épaule de manière instantanée. Et donc, d'être beaucoup plus à l'aise en ayant la barre basse dans le dos et également de rapprocher les mains. Et ça, c'est le truc que j'ai réintroduit moi récemment, c'est de me masser un petit peu, parce que j'ai un Theragun et je l'utilisais plus beaucoup, mais là, Et du coup, t'aimes bien j'utilise te un peu. masser, toi, de toute façon. Ah, moi, c'est mon truc. Moi. Surtout sous la douche. Mais Mais bon. je préfère quand c'est toi qui me le fais, mais bref. Et donc, et, et donc, en massant avec un Theragun ou un rouleau de massage ou une balle de massage, peu importe, les pectoraux et avant d'épaule, ça me donne instantanément un gain de souplesse en rotation externe. Ça me permet de rapprocher mes mains l'une de l'autre, donc de regagner en tension dans le haut du corps, au niveau du dos, et d'être beaucoup plus à l'aise et de ne pas avoir de douleur sur le back squat avec une barre plutôt basse dans le dos. Donc voilà, c'est les petits tips que je vous donne. Placement de la barre dans la main, les besoins en souplesse, donc en rotation externe et en pronation au niveau du coude, et l'astuce pour gagner instantanément en souplesse à ce niveau-là, même si c'est toujours bon de la travailler spécifiquement parce que les massages, le problème, c'est que c'est très ponctuel. En fait, on se masse, on est souple sur la période de temps où on est relâché, où on reste relâché, mais après, ça ne s'entretient pas. Quoi. Si on ne se remasse pas la fois d'après, on est à nouveau raide. Donc voilà. Ok. Bah ouais. Et moi, je pourrais même compléter par le fait moi, je priorise de toujours dipser après les squats. Alors, c'est pas directement lié, mais si vous dipsez et que vous squattez ensuite en low bar,
Du coup, ça risque de vous tirer pas mal dans les pecs et les épaules parce que vous avez eu des contractions très puissantes à ce niveau-là. Et en gros, vous allez réduire votre mobilité. Ok, ouais. Donc, et puis, ça, c'est le premier truc. Mais avant ça, enfin, c'est le deuxième point, justement. Avant ça, c'est aussi que c'est moins impactant de dipser après ces squats que l'inverse. Bah, Donc, sachant que dans ce cas de figure, dans ce type de répartition, là pour le coup, si vous faites vos dips et vos. Parce que moi je fais pas comme ça et je programme pas trop comme ça en général, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Mais si vous faites dips et squats dans la même séance, pour le coup, là, la stratégie du massage sera peut-être moins optimale parce qu'il y a des chances que le relâchement induit par le massage. Après, vous pouvez le faire plus ou moins, vous pouvez le faire de manière plus ou moins intense. Vous pouvez avoir un massage assez léger, juste vraiment pour très légèrement relâcher. Mais c'est vrai que si vous faites un vrai massage assez profond où vous appuyez pas mal avec une balle pendant 5-10 minutes, il y a des chances qu'après sur les dips, le relâchement il reste et que ce soit pas terrible, terrible. Donc là, pour ce genre de répartition, je ne vous le conseille pas forcément, cette astuce. t'avais un Terragun, toi, non? J'utilise, ouais. Tu l'as toujours le Terragun? Et tu sais que moi, j'avais un pistolet. Et Truc de merde, là, ton putain, truc en fait, chinois pourri, là. pas du tout, pas du tout. Non, mais t'es un ouf, toi. T'avais Je un vais te, ca- pistolet tout pété, gros. je vais te casser les jambes, moi. Je vais te casser les jambes, mec. T'avais un truc, on aurait dit une scie sauteuse chelou, là. Non, 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 Ah bon? non, non, non. Ça, je l'avais revendu d'ailleurs. Non, non, Ah, ok. j'avais un autre Terragun. Enfin, non, c'était pas un Terragun, mais un pistolet de massage. Et en fait, le truc, je crois, il était tellement vieux que bah, ça marchait plus. La batterie, je pense qu'elle était morte. Ah Enfin, ouais? bref. En tout cas, j'utilise plus du tout de pistolet de massage. Ça, c'est un beau truc marketing encore. Ça, c'est sûr. Ça coûte très, Euh, très cher, hein. Ça coûte très, très cher ouais, pour ce que c'est. ouais, c'est clair. Et après, on a fait un podcast dédié là-dessus, mais on pourrait faire un petit point sur la programmation au squat. Ça aussi, sans faire de généralité, là, pour la plupart des individus, si vous avez une fréquence x2 par semaine, c'est ce qui va convenir au plus grand nombre. Dans des phases particulières, notamment préparatoires à une compétition, ça peut peut-être intéressant de monter à 3 fois avec des modulations de l'intensité et du volume. Voilà pour ça. En gros, tout ça pour vous dire que si vous squattez qu'une fois, à part si vous êtes complet débutant, ça va être difficile d'optimiser vos gains sur ce mouvement. Et après, bah là, ça rejoint un peu ce dont parlait Victor, tout ce qui est échauffement et activation. Et en fait, ça rejoint aussi le low bar et le high bar, mais vu que la plupart des gens font du low bar maintenant sur le squat, je vais donner moi ce que je fais en termes d'activation musculaire et ce qui me semble le plus pertinent et ce qui pourrait s'appliquer encore une fois à beaucoup de pratiquants. Ce que je fais moi quand j'arrive pour ma séance squat, déjà c'est que je fais des squats à vide avec un tempo d'exécution très lent en essayant de mettre un maximum de tension sur tous mes muscles. Je fais quelques gobelets de squat. Après, je commence à prendre la barre à vide. À côté de ça, je fais des activations musculaires. Je fais des activations musculaires beaucoup de la chaîne postérieure. Donc, Des trucs de fit ouais, girls. exactement. Par exemple, pas mal de relevés de buste au banc à lombaire. Donc, d'abord, par exemple, sur les premières répétitions, je vais plutôt me focus sur les ischio-fessiers. Après, je vais essayer de dérouler la colonne pour bien venir échauffer les lombaires. On pourrait imaginer aussi, pour ceux qui sont un peu, qui ont un peu faibles au niveau des lombaires, peut-être un peu de Jefferson curl pour réchauffer cette partie-là. Et puis après, moi, je fais alors un gros exo de fit girl. Tout le monde se fout de ma gueule quand je fais ça, mais les mecs, je vous emmerde. Euh, c'est que j'ai placé un élastique là entre mes genoux et puis je fais la marche du crapaud là. Et ça pour activer mes moyens fessiers, etc. Et ça fonctionne très très bien. Parallèlement à ça, en fait, je fais des étirements plutôt balistiques, ce qu'on retrouve notamment dans les sports co, le foot,
où les mecs qui viennent balancer leurs jambes d'avant en arrière, etc. Ça, je le fais. Sur les côtés aussi. Voilà un peu ce que je fais. Et donc après, ce que je fais et ce qui est vraiment. Et alors ça, je me bats là-dessus parce que c'est un truc qui est chiant. Mais c'est un truc qui est, pour moi, surtout quand tu débutes ou même quand tu es intermédiaire, mais pas que. Même quand tu es avancé, en fait, c'est hyper important de le faire. C'est de faire son activation au niveau du bracing. Alors pour ça, j'avais fait une vidéo dédiée sur mon Instagram. L'exo en question, c'est le dead buck avec halter ou avec des plates. Enfin, avec des plates ou avec des kettlebells dans une box de CrossFit. Et donc là, du coup, j'active mon bracing pour vraiment être efficace là-dessus. Et en parallèle de ça, je fais une montée de gamme sur mon squat. Au début, alors oui, un truc qui est important, et ça, je l'ai pas précisé, c'est que je m'équipe dès le départ. La ceinture, je dirais, arriver à une intensité moyenne au niveau de mes charges, mais ça pourrait se discuter. On pourrait imaginer la mettre dès le départ. Ça n'a pas vraiment de sens de le mettre à la moitié de l'échauffement. Après, c'est moi qui m'échauffe comme ça depuis des années et ça fait un peu partie de mon rituel au squat. Et en gros, ça me donne confiance parce que ça fait tellement de temps que je fais comme ça et puis en plus, j'ai un bon référentiel pour les prochaines fois. Par exemple, je sais que à 120, je le fais toujours sans ceinture. Et en fonction de la vitesse, je vois aussi ma forme du jour avec cette variation sans ceinture. Donc voilà, donc mettez bien vos genouillères aussi au début de l'échauffement. Parce que si vous transpirez un peu, surtout l'été là, qui arrive, ça va être la misère après de les enfiler, surtout si vous êtes sur des tailles assez faibles de genouillères. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses au niveau de l'échauffement? Franchement, je pense que j'ai fait le tour. Toi, Victor, tu t'échauffes comment sur ton squat? Et bah alors moi, ce que je fais, c'est que là récemment, ce que j'ai introduit maintenant, c'est des pace and raise pour les hanches en Ah oui. échauffement. Donc les pace and raise, c'est vrai que sur le papier, c'est pas trop un truc qu'on ferait à l'échauffement parce que c'est quelque chose avec une intensité maximale tout simplement. C'est de la force max en isométrie. Donc c'est quand même assez intense. Sauf que c'est sur des durées qui sont pas hyper longues, tu vois. Tu forces 10 secondes en rota. Enfin, en gros, tu es positionné en rota, par exemple, interne de hanche. Tu vas forcer 10 secondes en rota externe en te maintenant dans la position de rota interne. Enfin, c'est un peu bizarre, enfin, peut-être un peu compliqué à dire comme ça, mais bref, je force 10 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre. Donc ça fait 20 secondes. Je refais un cycle comme ça fait 20 secondes. Et je fais l'autre jambe. Et après, je fais en rota externe. Donc ça fait 40 secondes par jambe, 20 secondes de rota interne, 20 secondes de rota externe. Et à chaque fois, donc en gros, ce que je fais, c'est que j'alterne avec, je fais par exemple donc jambe gauche, rota, pes and raise, rota interne. Jambe droite, pes and raise, rota interne. Ensuite, je fais du Jefferson curl. Ensuite, je fais du cat and co. Ensuite, je fais du, comment on appelle ça, du pullover en travers d'un banc. Parce que moi, c'est vrai que le dos, c'est un truc sur lequel j'avais un peu morflé là dernièrement. Moi, à la base, j'avais jamais eu de douleur lombaire. Les douleurs que j'avais développées au niveau du dos sur le squat, c'était au niveau thoracique. Des douleurs qui avaient été à un moment extrêmement handicapantes. Vraiment, douleur, vraiment, je ne pouvais plus bouger, quoi. Mais c'était il y a maintenant 2 ans, je pense. Et c'est très, très bien parti grâce à l'introduction du Jefferson Curl. Jefferson Curl, pour le coup, c'est le simple truc qui m'a réparé le dos, concrètement. Il m'avait fallu, entre guillemets, que ça, comme truc à mettre en place. Et ça m'avait complètement soigné le dos en montant en charge dessus, plus ou moins, etc. Bref. Et là, dernièrement, j'avais eu des douleurs un petit peu plus au niveau bas du dos, à force de monter haut en intensité et sur le squat et sur le soulevé de terre. Et le Jefferson Curl ne suffisait pas à guérir ces douleurs au bas du dos, même si elles restaient assez légères, mais elles devenaient un peu récurrentes, etc. Donc concrètement, en fait, ce qui m'a pour le coup débloqué les douleurs au bas du dos, cette fois, c'était justement ces travails de mobilité sur la hanche. Donc pourquoi est-ce que j'ai introduit les pace and raise hanche en échauffement? C'est parce que tout simplement, j'avais les flemmes de les faire à la fin de la séance, en fait. Parce que vu que les séances étaient très longues et que j'étais cuit à la fin, moi, j'avais la flemme de les faire. Et donc là, en fait, en les mettant en échauffement,
entre guillemets échauffement du coup, parce que c'est presque comme un premier exercice en quelque sorte, et j'ai zéro douleur au dos de quelque façon que ce soit, mais de manière quasiment instantanée. En 2 séances où je les ai mis, ça avait complètement disparu, parce qu'il faut se dire que la mobilité de hanche, enfin, toutes les articulations vont avoir un impact, typiquement épaule, ça va avoir des impacts sur le coude et sur le poignet, et vice-versa. Ça dépend des mouvements en fait. Ça dépend sur quelle chaîne. Typiquement, le squat, le premier rapport qu'on va avoir, c'est le pied au sol. Donc, si on a une mobilité de cheville vraiment explosée au sol, on va devoir compenser sur tout le reste. Mais inversement, si on a une mobilité de hanche pourrie, les genoux ils peuvent manger, etc. Et donc vice-versa. Donc, il faut souvent avoir un petit check-up global. J'ai mal aux genoux, ok, comment bougent mes genoux en rota interne, en rota externe? Est-ce que ça bouge bien? Oui, non. Est-ce que en développant ma mobilité de rotation interne, rotation externe de genoux, j'ai moins mal? Oui, non. Dans quelle mesure? Peut-être que j'ai un peu moins mal, mais j'ai toujours mal. Bon, là, c'est peut-être que les hanches et les chevilles sont pourries, donc il faut bosser dessus aussi. Bref. Et donc, typiquement, la région lombaire au niveau du dos et la mobilité de hanche, c'est des trucs qui sont hyper corrélés. Et donc, travailler sa mobilité de hanche, ça peut vraiment sauver le dos. Donc, ça m'a énormément aidé là-dessus. Donc ça, je fais aussi des rotations articulaires pour les genoux. Je fais un petit peu de 6-6 squat pour les genoux aussi. Et je me fais donc 2 circuits comme ça. Donc en gros, je fais rota interne, jambe gauche, rota interne, jambe droite sur les pes and raise. Ensuite, Jefferson curl, ensuite cat and co, ensuite pullover, ensuite rotation articulaire contrôlée des genoux, ensuite 6-6 squat. Et ensuite, je fais pes and raise, rota externe, jambe gauche, jambe droite, et je refais un tour de tout le reste. Et avec ça, je me chauffe très très bien toutes les articulations. Donc moi, comme j'ai dit, j'avais particulièrement mal aux hanches et au dos, et avec ça, c'est complètement, je suis nickel. Et quand je me chauffe au squat, ensuite, sur mon échauffement spécifique, sur ma montée en charge, je mets direct 70. Je fais pas de squat barre à vide parce que j'ai fait du 6-6 squat avant au poids du corps. Donc barre à vide ou poids du corps, c'est pareil pour moi. Et puis même barre à vide ou 70, c'est pareil aussi. Donc je fais direct à 70. Et je fais autant de séries. Donc ça, c'est une notion qui est importante pour moi sur la montée en charge. Je fais autant de séries, enfin autant de fois la charge qu'il faut pour que je me sente vraiment parfaitement bien dessus, sur ma montée en charge, sur les premières étapes, sur toute ma montée en charge. C'est-à-dire que ça peut arriver que je sois plus ou moins raide en fonction de l'heure à laquelle aussi où je m'entraîne. Si je m'entraîne très tôt le matin, ça peut m'arriver d'être un petit peu raide. Pareil, après, si je m'entraîne en fin de journée et que j'ai fait beaucoup de choses toute la journée, peut-être que je peux être aussi un petit peu engourdi de la journée. Donc, pareil. Et donc, si par exemple à 70, je me sens pas hyper bien, que ce soit sur les genoux, que ce soit sur les hanches, que ce soit sur le dos, et je refais une série à 70. Si je me sens un peu mieux, mais pas terrible encore, enfin optimisable, je refais encore 70. Ensuite, je mets 100 kilos. Ensuite, je refais 100 kilos, pareil, si c'est nécessaire. Et après, par contre, il y a des fois où tout va bien. Il y a des fois où je fais 70, 100, 120. Et à partir de 120, c'est ma dernière série sans ceinture, sans genouillère. Moi, je mets pas les genouillères, même si je transpire après, mais vu que elles se sont pas mal desserrées, vu que j'en ai pas racheté et que je m'en bats les couilles, parce que je suis pas un putain de cheater à acheter des Inzer. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Prenez des Inzer si vous voulez, je vous fumerai quand même. et, et du Ça, coup, ça, c'est adressé à quelqu'un en particulier, du coup? tous ceux qui mettent des Inzer. Parce que il y a des mecs dans ta KT qui mettent des Inzer, c'est pour ça. Sûrement, sûrement. Et, et moi, concrètement, mes genouillères, je les enfile comme mes chaussettes le matin. C'est-à-dire que j'ai absolument aucun effort. Parce que pour moi, déjà, c'est un repère. Si le fait de mettre tes genouillères, c'est plus fatigant que tes premières séries de chauffe au squat, c'est que ça va pas. Sachant que tes premières séries de chauffe au squat, c'est pas censé être très fatigant. Donc si c'est plus fatigant que ça, c'est pas ouf, tu vois déjà. Donc moi, vraiment, je les mets comme des chaussettes, hein. Je les enfile, ça se met instantanément. Parce qu'elles sont bien desserrées à force. Et donc, je mets mes genouillères et ma ceinture à partir de 140, donc la charge suivante. Et après ma montée en charge, je fais 140, 160. Et en fonction de jusqu'où je monte, je fais 180, 200. Et après, voilà, advienne que pourra. Ah, c'est marrant, je mets ma ceinture au même moment de l'échauffement que toi. C'est vrai, je me suis fait la remarque. Ouais, quand tu me l'as dit, quand tu l'as dit là juste avant, je me suis dit c'est ça. Et quand je m'étais entraîné avec Mehdi Work sur Insta, il m'a été surpris que je mette ma ceinture si tôt. Mais c'est parce que moi, j'aime pas, en fait, enfin, je sais que ceux qui mettent leur ceinture tard, tu vois, ils aiment bien avoir ce truc de. Je me suis senti un peu écrasé sur une charge parce que forcément, je suis sans ceinture. Et donc, je me suis senti un peu écrasé, c'était un petit peu lourd sur mon gainage. Et donc, à la charge d'après, là, je mets la ceinture et là, bam, je me sens mieux.
Sauf que moi, d'expérience, parce que j'ai aussi eu ce raisonnement-là, j'ai aussi fait ça, bah, je trouve que c'est vrai qu'à la charge d'après, tu te sens mieux avec ta ceinture, mais c'est pas un truc de ouf. Genre, je trouve que le fait de t'être senti écrasé Le avant, bénéfice est ouais, pas ouf, voilà, c'est quoi. ça. Je trouve que le fait de t'être senti écrasé avant, bah, ça fait que c'est pas encore dingue. Donc, moi, en fait, je me sens jamais écrasé, tout simplement. Sur toutes mes séries sans ceinture, je me sens pas écrasé. Et quand je mets la ceinture, bon, bah là, pour le coup, c'est vrai que j'ai l'impression de rien porter. Parce que quand j'ai 140 avec une ceinture, 140, en vrai, je pourrais la faire encore sans ceinture sur le papier, mais vu que je me suis habitué comme ça, je reste comme ça. Pourquoi changer une recette qui fonctionne, tout simplement? Parfois, on veut optimiser les trucs alors que ça sert à rien. Ça fonctionne déjà. Donc pourquoi optimiser en se disant qu'on peut peut-être progresser un petit peu plus vite, mais dans quelle mesure? Est-ce que tu vas gagner à l'échelle d'un an une semaine de progression, de vitesse de progression? Pour quel risque potentiel? Ça se trouve, qui sait, peut-être que changer ta stratégie qui fonctionnait pour le coup bien pourra peut-être plus avoir de chances de te faire perdre du temps, peut-être 2 semaines, donc c'est pas énorme non plus, mais moins 2 semaines par rapport à le plus une semaine que ça peut te faire gagner. Donc finalement, en termes de balance coût-bénéfice, c'est pas dingue. Bref. Et donc, moi, je suis resté sur cette façon de faire et je me sens jamais écrasé, en fait, sur mes montées en charge sur ma ceinture et le fait de mettre assez tôt la ceinture aussi, bah, ça permet de bien ressentir sur des charges légères parce que parfois, quand on est écrasé, on ressent moins bien le fait de venir remplir bien comme il faut la ceinture et donc moi, bah, sur des charges très légères comme ça, j'arrive à sentir que je la remplis complètement quand je prends mon inspi. Ça, on n'en a pas parlé, mais le bracing aussi, c'est important. Faut avoir une bonne position au niveau du tronc et il faut avoir ce travail-là de respiration au niveau de la sangle, où je vais vraiment inspirer en fait à 360 degrés. Je vais venir pas simplement gonfler le ventre, mais je vais venir aussi gonfler les côtés, gonfler même un peu au niveau du dos, Les lombaires. pour venir gonfler en fait vraiment et me sentir que chaque paroi qui est en contact avec la ceinture vient justement bien appuyer contre la ceinture. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais pareil, bah, il ne faut pas que la ceinture, elle vous compresse énormément. Parce que si la ceinture, elle vous compresse énormément, bah, vous n'allez pas réussir à prendre votre inspiration au niveau abdominal, mais vous allez la prendre au niveau thoracique, parce que c'est normal, en fait, il faut que l'air y rentre. Mais si l'air, il ne peut pas rentrer parce que vous avez une sorte de corset qui vous compresse complètement, bah, il ne rentrera pas. Et, euh, et après, il faut aussi avoir donc le tronc bien positionné, c'est-à-dire le plancher pelvien et le diaphragme qui sont alignés, c'est-à-dire concrètement, bah, pas être en extension, pas avoir le dos très cambré et la poitrine très bombée, très sortie, parce que sinon, bah, pareil, vu que vous êtes en extension et que vous baillez vers l'avant, et ben l'air il va rentrer du côté où la colonne baille entre guillemets, et donc sur le côté ventral exclusivement, et vous n'allez pas remplir la ceinture sur les côtés et dans le dos. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je sais pas si tu avais prévu qu'on en parle, mais le bracing, on l'a mentionné avant et on n'a pas trop défini, mais bah, c'est concrètement ça, c'est de bien prendre son air en fait. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Et juste, bah, c'est bien, hein, tu as développé plein de points là, super intéressants. Déjà, vous avez pas mal de choses. Je pense aussi on peut leur dire que d'ici le mois de septembre, enfin de la rentrée en tout cas, on vous proposera peut-être des choses encore plus détaillées qui seront susceptibles de vous intéresser sur nos différentes plateformes. Euh, Avec des et supports vidéo notamment, parce que c'est vrai que ça permet de bien se représenter les choses, et avec une qualité Spielberg en sueur normalement, je peux vous ah le dire. bah là, ça va être une dinguerie. Et, et du coup, on n'a pas parlé aussi d'un truc au squat, c'est tout ce qui est limitant sur votre squat. Moi, ce que je vois bah, hyper régulièrement, ça serait, bon, en premier lieu, ça serait la flexion de cheville, enfin la mobilité de cheville en tout cas. Ça, c'est un truc qui est assez récurrent. Ce qui est étonnant, c'est que je trouve que c'est comment dire, un défaut que je vois plus chez les femmes que chez les hommes. Je saurais pas l'expliquer. Plus chez les femmes Ouais, qu'un manque de flexion de cheville. ouais. C'est Ah ouais. étonnant parce qu'on se dit que souvent les femmes elles sont plus souples que les hommes et en fait sur les chevilles je sais pas il y a un souci quoi. Autant sur les hanches ouais les femmes sont plus à l'aise mais les chevilles il y a des soucis. Donc là ça rejoint ce qu'on a dit sur les chevilles. Bah peut-être qu'aussi dans votre échauffement et bah, va falloir intégrer des exercices de mobilité de cheville pour donner un peu de la mobilité. La travailler aussi en dehors des séances, ça va être hyper important.
surtout si vous avez une mobilité désastreuse, comme, comme certains peuvent avoir. Parce que ça, c'est vraiment. Après, nous, on ne le vit pas. Moi, je sais que de base, j'ai une bonne mobilité. Mais il y a des gens chez qui c'est très handicapant parce qu'ils n'arrivent pas à avoir pour du squat comp. Enfin, ça peut vraiment comment entraver les choses sur votre squat, quoi. Donc, vraiment travailler là-dessus. Il y a aussi ce que j'ai déjà observé souvent, un manque de mobilité au niveau lombaire. Ça, des fois, je l'ai déjà observé, notamment chez quelqu'un que je coachais, là, il se blessait systématiquement là-dessus. Euh, on a, on n'a pas mentionné aussi, ça c'est un truc important, c'est d'être, on va dire, équilibré, même si je sais que Victor, il aime pas trop ce terme-là musculairement, enfin parce que ça veut tout dire et rien dire aussi. Mais ne sous-estimez pas le travail de la chaîne postérieure, notamment des ischios, des fessiers, etc. En gros, on va pas trop développer sur ce podcast-là, mais soyez intelligents au niveau de vos assistances sur le squat, entre ce qui vous serait bénéfique par rapport à vos peut-être vos retards et aussi bah voilà penser à tout ce qui est prévention long terme, se protéger un maximum, protéger les articulations, etc. C'est important. Et aussi, bah, peut-être qu'on pourra conclure là-dessus. On voulait, moi initialement, je voulais peut-être développer, décortiquer la technique. Ça, on va plus le garder, je dirais, pour un support visuel dont 1, 2, 3, qu'on vous proposera à la rentrée. Et du coup, peut-être toi, Victor, est-ce que tu pourrais, comme ça, répertorier les erreurs les plus fréquentes que tu as pu constater sur du squat, même si on en a déjà un peu abordé certaines? Bah, les plus fréquentes, je sais pas, en fait, il y en a tellement. Non, en fait, moi, Ton top 3, tu vois, des trucs que tu vois le plus. ouais, ouais, non, bah, alors, ce serait pas forcément erreur à proprement parler, mais, en fait, c'est, tout simplement, une mauvaise stratégie positionnelle, au niveau de l'ensemble du corps. C'est-à-dire un mec ou une femme, hein, qui sait pas bien se positionner en termes d'écartement des pieds. Parce qu'on n'a pas parlé de la stance aussi, mais c'est important. L'écartement des pieds, l'ouverture des pieds, le degré de flexion de hanche, tous ces paramètres-là qui font qu'en fait, la personne va avoir une mauvaise mécanique qui va par exemple amener en bas du squat à avoir les talons qui soulèvent un petit peu. Donc ça peut passer pour un manque de mobilité au niveau de la cheville. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. C'est simplement que la position que la personne adopte requiert une trop grande mobilité de cheville parce que justement, en fait, elle se positionne mal. Alors que si elle se positionnait autrement, peut-être qu'elle aurait moins besoin, enfin, les demandes, les besoins de mobilité globaux répartis donc sur hanche, cheville, genou seraient mieux répartis et feraient que la personne n'aurait pas ces sentiments-là. Donc, typiquement, bon, bah, quelqu'un qui est, ça, c'est un truc qui est, voilà, si on devait faire un top 3 déjà, bon, bah, quelqu'un qui est beaucoup trop en extension, qui a le torse trop sorti, le bas du dos cambré, les épaules très rétractées, et ben, la personne, elle va avoir beaucoup de mal à descendre parce que tout simplement, le fait d'être très en extension, ça va limiter sa capacité à avoir de la flexion de hanche. Et forcément, bah, quand on descend, on a besoin de flexion de hanche. Sinon, on peut pas descendre. Simplement, le squat, c'est un mouvement de flexion de hanche et de genou, donc principalement. Donc, si on n'a plus de flexion de hanche, on peut plus descendre. Et donc, ce qui va se passer, bah, c'est exactement ce cas de figure-là. C'est les talons qui vont se soulever. C'est aussi le poids du corps qui va se décentrer vers l'avant, donc bah, relié vers, enfin, avec le fait que les talons se soulèvent. Donc ça, comme principal problème autre, bah, après, et ça, ce serait, mais en fait, c'est pareil, il y a plein de façons de le décrire, mais c'est ça. L'autre symptôme, on va dire, qu'il y aurait avec ça, bah, ce serait aussi une mauvaise trajectoire de barre. La barre irait trop vers l'avant, elle serait décentrée par rapport au milieu du pied, et du coup, bah, la stabilité serait mauvaise, et ça entraînerait plein de soucis en répercussion. Il n'y aurait pas la depth, il y aurait les talons qui se décollent, il y aurait le poids du corps qui serait décentré vers l'avant, donc un manque de stabilité. Et ça, c'est comment dire, une caractéristique positionnelle qui est très, très souvent retrouvée. Et après, il va y avoir des gens qui vont être globalement bien positionnés, mais qui n'ont simplement pas une mobilité qui est convenable. Et c'est souvent, en fait, au niveau des hanches, hein, très souvent.
parce que le squat, c'est un mouvement, surtout quand on est à la barre basse, qui demande pas mal de mobilité au niveau des hanches, en flexion et en rotation interne de hanche. C'est hyper important. On parle tout le temps de la rotation externe de hanche, sauf que pour le squat, au moment où on casse justement la parallèle, au moment où le creux de la hanche il passe sous le genou, enfin où il doit passer sous le genou, c'est à ce moment-là qu'on doit exprimer de la rotation interne de hanche. Parce que si on n'a pas de rotation interne de hanche à ce moment-là, si on essaie de rester justement, c'est pour ça que le conseil knees out à outrance, il est très mauvais, parce que ça force les gens à avoir trop d'abduction et de rotation externe, et donc à ne pas pouvoir casser la parallèle, parce qu'on a besoin de rotation interne de hanche quand on casse la parallèle, pour casser la parallèle. Et également, le fait d'avoir une bonne rotation interne de hanche quand on est en bas, justement, ça permet de créer une bonne stabilité et ça permet de produire un maximum de force parce que la rotation interne de hanche va en bas du mouvement étirer les fessiers de manière complémentaire avec une pronation au niveau du pied. Et donc ça va permettre de bien les réactiver ensuite à la montée et d'exprimer un maximum de force. Donc voilà, ça c'est petits défauts par-ci par-là, mauvaise stratégie positionnelle au niveau du corps qui entraîne toutes ces compensations lors du mouvement et donc une mauvaise mécanique globale de mouvement. Je ne sais pas si tu as des trucs plus précis, parce que moi j'ai dit un truc un peu global qui est peut-être plus compliqué à remarquer de l'extérieur. Je sais pas. Ouais. Après, je pourrais rajouter peut-être un troisième point et puis on finira là-dessus. C'est le fait de se précipiter Ah oui, très bien ça. Ouais. sous la barre. Par exemple, pour des racks, etc. Pas prendre le temps de bien Ouais. ancrer la barre. Ça, je pense que c'est l'un des trucs que je vois le plus fréquemment sur des débutants. C'est voilà, vous preniez votre temps, vous vous mettez sous tension, etc. Donc ça, c'est l'un des trucs que je vois aussi très très souvent. Donc Ça, voilà pour c'est ouais, ça. ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Parce que c'est vrai que Ouais. j'y pensais pas, j'étais trop dans la mécanique du squat. Mais en fait, il y a toute cette phase préparatoire du avant, de quand on se place sous la barre. Et c'est vrai que si on se place pas bien sous la barre, il y a peu de chances qu'après le mouvement, il soit bien, quoi. Parce que si la barre, elle est pas placée symétriquement sur le dos, ça arrive trop souvent, en fait. Les gens, ils veulent trop aller vite, ils veulent faire le mouvement et ils prennent pas leur repère. Il faut que vous ayez votre écartement de main qui soit précis sur la barre, qui soit symétrique. Parce que si vous mettez vos mains décalées sur la barre, et vous, quand vous passerez sous la barre, vous serez décalé aussi. Et qu'après, quand vous squatterez, ça se ressentira également. Donc, c'est vrai que c'est exactement ce que tu as dit. Même quand on se hype, même quand on veut se donner de la force, qu'on veut s'énergiser, s'énerver, etc., pour faire des performances, il faut prendre le temps sur le placement. C'est vraiment un truc qui est primordial. Parce que si on rush le placement, mais en fait, surtout en force, quand on est sur de la force endurance, quand on fait des séries un peu plus longues, on va un peu moins le ressentir. Mais en force, le moindre décalage d'1 centimètre, etc., le moindre mauvais placement, vu qu'on est sur des charges très importantes et des intensités hautes, ça va se ressentir x10 en fait. Donc c'est vrai que c'est hyper important cette notion-là. Carrément. Ok, encore une masterclass pour le squat. Peut-être qu'on traitera d'autres mouvements. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On peut aussi, ça c'est un truc que je dis pas ça, mais on peut nous retrouver. Alors Victor, si vous voulez du coaching en street lifting, powerlifting, c'est Victor Scarlatti sur Instagram. Vous pouvez me retrouver moi sur Lift Trainer et sur le site street-lifting-france.fr où je propose aussi mes prestations. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui étaient là le week-end dernier pour la FNSL Grand Ouest. Il y a eu énormément de gens. Ça nous a fait kiffer de fou de vous proposer un événement comme ça. On va refaire avant la fin d'année des compétitions. J'avais parlé de dips only et traction only, peut-être le même week-end. Donc voilà, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer au niveau du street lifting à niveau national. C'est en train d'exploser. Il y a un engouement qui est énorme. C'est top quoi. Enfin, nous en tant qu'acteurs du sport, on prend un kiff énorme et justement on essaie d'entretenir cette dynamique. Donc voilà, on vous souhaite un très bon week-end étant donné que ce podcast sortira dimanche à midi et on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao!